Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Avant de nous plonger dans le récit, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez. Territoire du Nouveau-Mexique, décembre 1882, la nuit tombait. Le vent avait empiré depuis le début de la soirée, soufflant du nord avec une acuité qui transperçait la laine épaisse et s'installait profondément dans les os. La neige, dure et sèche, dérivait latéralement sur la crête comme de la fumée. Le ciel, noir depuis longtemps, pesait bas et lourd, et le froid à l'intérieur de la poitrine de Gideon Hay ne semblait pas différent de celui du dehors. Le feu tenait bon, tout juste. Il avait empilé des bûches de pain dans le poêle, celles bien sèches du fond de la remise, et maintenant le ventre de fer rougeoyait. Ses mains, calleuses et rigides, travaillaient lentement, sans hâte, sans gaspillage. Il avait un rituel pour les nuits d'hiver: chauffer, cuisiner, nettoyer, aiguiser, vérifier la porte, charger le fusil, s'asseoir, rien de plus. La cabane était simple. Une seule pièce, des murs épais de boue tassés entre des rondins de pin, une unique fenêtre étroite, un lit de camp dans le coin, non fait, une chaise près du feu, une autre près de la porte, une table, une bassine, un poêle, une couverture supplémentaire, aucune décoration, aucune image, rien qui nécessitât un souvenir. Il avait 38 ans. Usé par des années de chevauchée, de combat et d'abandon. Ancien éclaireur de l'armée. 2 années passées dans des campagnes territoriales qui s'étaient terminées par des fosses communes et des accusations. Congédié après une mission ratée dans l'Utah, d'où il fut le seul à revenir. Il n'avait pas demandé son congé. Ils avaient juste arrêté d'envoyer des ordres. Arrêté de répondre aux lettres. C'était il y a 5 ans. Il était venu ici parce que personne d'autre ne voulait de cette terre, sèche en été, gelée en hiver, trop loin de la ville, trop près des vieilles pistes apaches. Cela lui convenait. Il ne voulait pas de voisins, et il ne voulait pas être près d'une église, d'un saloon ou de la pitié d'un autre homme. Il acheta une mule, construisit des clôtures et survécut. C'était suffisant jusqu'à ce soir. Au début, il crut que c'était le vent, un changement de rythme. Mais vint un autre son. Pas régulier comme un coup, pas net comme une botte, plus comme quelque chose de faible, un traînement, puis un bruit sourd. Il fut sur ses pieds avant de s'en rendre compte. L'instinct câblé par des années à guetter les ennuis. Main sur le fusil, mais il ne le leva pas. Il se déplaça lentement vers la porte et pressa son épaule contre elle. Écouta, attendit. Silence. Puis encore, un grattement, pas sur le bois, sur la marche gelée juste dehors. Il déverrouilla la porte. Ce qu'il vit le figea sur place. Une femme à genoux, effondrée plus que debout, pieds nus, la peau marbrée de rouge et de violet par l'exposition. Sa robe, en peau de daim, une fabrication disparate, était déchirée à l'épaule et à l'ourlet, trempée par la fonte des neiges. Des morceaux de perles s'accrochaient au brin là où les pompons avaient été arrachés. Ses cheveux étaient mouillés et agglomérés en longues mèches noires, certaines collées à son visage, d'autres pendantes. Ses bras tremblaient sous son propre poids. Ses yeux rencontrèrent les siens. Il ne implorait pas. Pas au début. Ils se fixèrent juste sur son visage comme si elle essayait de décider s'il allait la frapper ou la laisser parler. Puis ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Je peux servir, dit-elle, la voix brisée par le froid. Si tu veux, juste pas dehors. » Ce n'était pas séducteur. Ce n'était même pas clair. C'était de la survie. Gideon le sentit avant de le penser. Une pression dans sa poitrine. Pas de la pitié, pas du désir. Autre chose. De la reconnaissance. Elle n'essayait pas de le piéger. Elle n'essayait pas de gagner quoi que ce soit. Elle ne voulait juste pas mourir. Il ne parla pas. Il recula simplement et ouvrit la porte en grand. Elle cligna des yeux, incrédule. Et puis ses bras cédèrent. Son corps tomba en avant sur le plancher en bois juste à l'intérieur. Elle ne cria pas, frappa juste le sol avec un bruit sourd comme un tissu mouillé et se recroquevilla sur elle-même. Il ferma la porte rapidement. L'air froid à l'intérieur chuta de 5 degrés en l'espace de 3 respirations. Il tomba à genoux à côté d'elle. Elle tressaillit quand il tendit la main vers son épaule. « Doucement, dit-il. » Sa voix semblait rauque, même à ses propres oreilles. Il ne l'avait pas beaucoup utilisée dernièrement. « Je ne vais pas vous faire de mal. » Elle ne répondit pas. Elle ne le regarda pas, se recroquevilla juste plus fort. Il glissa ses bras sous elle avec précaution,
la soulevant vers le feu. Elle était légère, mais rigide de froid. Ses pieds étaient comme de la pierre. Sa peau brûlait de gelure, et quand ses doigts touchèrent le côté nu de sa taille où la robe s'était déchirée, il sentit des zébrures en relief et des ecchymoses sous la saleté et les perles. Il ne parla plus. Il la posa sur une couverture de cheval pliée près du poêle, assez loin pour ne pas brûler, assez près pour réchauffer. Elle remua. Ses yeux se portèrent vers le feu. « S'il te plaît, chuchota-t-elle encore. Tu peux m'avoir. » « Je ne me battrai pas. » Gideon secoua la tête une fois, sec et définitif. « Non. » Elle fronça légèrement les sourcils comme si elle n'avait pas bien entendu. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais il n'attendit pas davantage. « Vous ne me devez rien. » Elle le fixa, son expression figée, pas seulement par le froid, mais par la confusion. L'idée que quelqu'un lui donnerait de la chaleur et ne prendrait rien en retour semblait étrangère. Impossible. Il la laissa là et se dirigea vers le petit coffre au fond de la cabane. Il prit la deuxième couverture, sortit des chaussettes sèches et une chemise bouillie, trop grande pour elle, mais meilleure que ce qu'elle avait. Il revint, les posa à côté d'elle sans la toucher à nouveau. Puis il s'agenouilla, raviva le feu, l'alimenta jusqu'à ce que la chaleur atteigne leur dos. Elle se redressa lentement avec effort. Ses bras tremblaient de l'effort. Ses jambes ne voulaient pas se redresser, mais elle réussit à s'asseoir. Gideon lui lava le visage, les yeux rouges et secs, la mâchoire serrée, ne pleurant pas, endurant juste. Elle tendit la main vers la chemise en premier, l'enfila par-dessus la robe déchirée sans rien enlever. Ses mains tâtonnaient. Il se détourna. Une minute plus tard, il l'entendit chuchoter à nouveau. Pourquoi? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il versa du café du pot dans une tasse en étain et la plaça sur le sol devant elle. Puis, il s'assit de l'autre côté du feu, face à elle, mais sans rien dire. Elle fixa la tasse. Après un moment, elle la prit, but, puis sa voix revint, plus douce cette fois. Merci. Il hocha la tête une fois, ne parla pas. La tempête dehors tenait bon. Le vent poussait contre les murs. Mais à l'intérieur, la cabane tenait. Le feu brûlait, et pour la première fois en 5 hivers, Gideon n'était pas seul. La tempête dura toute la nuit. Elle martela le toit de la cabane par vagues, poussant le vent à travers les fissures des murs et sous la porte. Mais le feu tint. Gideon l'avait alimenté avec les bûches les plus sèches qu'il avait, puis resta assis près de lui longtemps après qu'elle se fût immobilisée. Il ne dormit pas, assis juste dans la chaise du coin, bras croisés, manteau sur le dos, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser sous la couverture. Elle ne pleurait pas dans son sommeil, ne faisait pas un bruit, mais son corps tressaillait, parfois de légers soubresauts comme si elle s'attendait à être frappée. Une fois vers minuit, elle se réveilla soudainement avec un halètement, cherchant ses jambes. Quand elle réalisa qu'elle était couverte, au chaud, intouchée, elle se rallongea sans un mot. Il ne parla pas non plus. Elle dormait par terre près du feu. Il n'offrit pas le lit de camp. Cela aurait été trop proche, trop tôt. De plus, il n'avait laissé personne d'autre l'utiliser depuis des années. Vers 2 heures du matin, il se leva et versa plus de café dans la tasse en étain, puis le but, debout près de la fenêtre, écoutant le vent gratter la neige contre le mur éloigné de la cabane. Son cheval était dans la remise, la mule aussi. Il les avait vérifiés plus tôt. Ils étaient calmes maintenant. Tout était calme sauf la tempête et le bruit de sa respiration. Elle bougea sous la couverture à nouveau. Ses pieds étaient encore à vif. Il avait vu les crevasses et les croûtes, la saleté gelée dans sa peau. Ses doigts aussi, violets aux extrémités. Si elle n'avait pas frappé, si elle s'était effondrée 3 mètres plus loin de la porte, elle serait un cadavre à l'heure qu'il est. Gideon se détourna de la fenêtre, se rassit dans la chaise, regarda le feu, essayant de ne pas penser. Il ne se demanda jamais pourquoi il l'avait laissé entrer. La réponse était trop simple et trop lourde. Il savait juste qu'il ne pouvait pas laisser quelqu'un dans le froid à nouveau. Pas encore. La lumière du matin vint lente et grise, filtrant à travers l'unique fenêtre comme de la cendre. Le vent était tombé, mais le froid restait épais. Le monde dehors était blanc et immobile. Rien ne bougeait. À l'intérieur, elle remua encore. Ses yeux s'ouvrirent. Elle regarda le feu, la chaise, lui. Puis elle s'assit vite, trop vite. La couverture tomba, et elle grimaça, couvrant sa poitrine là où la robe avait glissé à nouveau à l'encolure déchirée.
Ses cheveux étaient emmêlés sur une épaule. Elle agrippa la couverture plus fort et recula légèrement, respirant vite. Gideon ne bougea pas. « Vous êtes en sécurité », dit-il calmement. Elle le fixa. Ses lèvres étaient sèches, gercées. Ses doigts, même enveloppés dans le tissu, tremblaient encore. « Vous ne l'avez pas fait. » Il secoua la tête une fois. « Je ne l'ai pas fait. » Elle le fixa plus longtemps. Puis quelque chose dans ses épaules se détendit. Pas de la confiance, mais de l'épuisement. Elle tira la couverture autour d'elle à nouveau et s'adossa contre le mur. Il se leva, alla au poêle, prit le pot en étain, et versa ce qui restait des haricots dans un petit bol. Il le réchauffa sur les braises sans la regarder. « J'ai de la nourriture, » dit-il. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. » Elle ne répondit pas. Quand ce fut prêt, il posa le bol sur le sol et recula, s'asseyant en face d'elle à nouveau. Elle attendit un long moment, puis s'avança lentement. Ses mains étaient raides. Elle tenait la cuillère maladroitement. Elle mangea de petites bouchées, les yeux le surveillant entre chacune d'elles. Il remarqua qu'elle essayait de le lire comme un animal acculé guettant les signes d'un piège. « Vous êtes Apache » demanda-t-il finalement. Elle hocha la tête une fois. « Un nom » Silence. Il n'insista pas. Il la laissa assise là tranquille. Elle finit la nourriture, posa le bol. Puis après une pause, elle parla. « Ti » Il hocha la tête. « Ne dis pas son propre nom. »« Pas encore. » Il croisa juste les bras à nouveau et se renversa dans la chaise. « D'où venez-vous » Ses yeux tombèrent sur le feu. Elle ne répondit pas tout de suite. « Du nord. » 2 jours de marche. Peut-être 3. Pas de chaussures. Perdu le compte. Seule. Elle hocha la tête à nouveau. Plus lentement cette fois. Il n'en demanda pas plus. Les questions pouvaient attendre. Il se pencha en avant, prit le bol, le rinça dans la bassine. Elle le regarda faire silencieusement. La façon dont il bougeait, la façon dont il ne demandait rien. Elle semblait incertaine de quoi faire avec ça. Quand il se retourna, elle essayait de se lever. Il fit un pas en avant rapide, mais elle leva une main, réussit à s'appuyer sur le mur et à se mettre debout. Ses genoux vacillèrent. Elle attrapa le bord de la table et le tint à 2 mains. « Je dois partir. » Il secoua la tête. « Vous partez maintenant, vous gelez. » Elle regarda la porte, puis le regarda à nouveau. « Vous ne m'avez pas touché. » Rien pris. « Vous ne voulez pas de moi ici. » Je n'ai pas dit ça. Elle avait l'air de ne pas le croire. Il fit un geste vers le feu. « Vous restez jusqu'à ce que vous puissiez marcher sans tomber. Je peux partir. Vous pouvez à peine tenir debout. » Ses yeux flamboyèrent. Pas de peur, mais de fierté. Cela le frappa plus fort qu'il n'aurait dû. Elle n'essayait pas de s'échapper. Elle essayait de ne pas être un fardeau. « J'ai de la place », dit-il plus doucement maintenant. « Et j'ai de l'eau et des haricots. Vous ne me devez rien. » Elle hésita. Ses doigts agrippèrent le bord de la table plus fort. Puis finalement, elle se rabaissa sur le sol près du poêle. Elle ne dit pas merci, mais elle ne partit pas. C'était suffisant. Il retourna à sa chaise, fixa le feu à nouveau. Ils restèrent assis en silence. 2 étrangers dans la même pièce regardant les flammes, essayant de comprendre si le monde allait jamais leur donner la paix. Le 2e jour fut plus froid. La neige n'avait pas cessé. Pas vraiment. Et une couche fraîche avait scellé la porte de la cabane au matin. Gideon dut la pousser avec son épaule juste pour vérifier la congère. Elle arrivait à mi-cuisse, intacte et lisse. Il n'alla pas loin, juste à la remise pour vérifier la mule, brosser la neige de la pente du toit, et rentrer une autre brassée de bois. 20 minutes dehors laissèrent ses mains à vif, même avec des gants. À l'intérieur, la chaleur s'était estompée. Le feu s'était réduit à des braises oranges, et le froid s'était glissé à nouveau depuis les coins de la pièce. Ti était réveillée mais n'avait pas bougé de la couverture près du poêle. Elle s'assit droite maintenant, les épaules serrées dans la chemise qu'il lui avait donnée, les yeux le suivant alors qu'il passait la porte. Elle ne dit rien, mais sa posture avait changé. Plus droite, toujours sur ses gardes, mais moins prête à courir. Il tapa la neige de ses bottes, laissa tomber le bois à côté du poêle, et ajouta 3 bûches fraîches. Le feu crépita et reprit vie.
La chaleur grimpa de nouveau dans l'air comme quelque chose de mérité. Elle tendit ses mains vers lui. Il remarqua l'enflure de ses doigts, la peau fendue aux extrémités. Le tissu qu'elle avait enroulé autour avait saigné. Il alla chercher des bandes propres dans la caisse près du lit. De vieux morceaux de maillot de corps bouillis et séchés, et s'agenouilla près d'elle, les offrant. Elle se tendit, incertaine. « Je ne toucherai pas sauf si vous le voulez, » dit-il. Après un moment, elle tendit ses mains lentement, les doigts tremblants. Il s'assit sur le sol en face d'elle et commença à défaire les pansements de fortune. Ses doigts étaient pires qu'il ne le pensait. De profondes crevasses, violettes sous les ongles. Il bougeait doucement, silencieux, travaillant à la lumière du feu, conscient de ses yeux sur lui tout le temps. Il ne dit rien sur les blessures, nettoya juste ce qu'il put avec de l'eau tiède, les sécha, et remballa chacune d'elles dans un tissu propre. Elle ne tressaillit pas cette fois. Quand il eut fini, elle baissa ses mains sur ses genoux et les regarda longuement. « Merci, » dit-elle doucement. Il hocha la tête une fois et se leva. Elle regarda autour de la cabane maintenant comme si elle la voyait vraiment pour la première fois. Ses yeux passèrent sur le lit, les casseroles suspendues, les assiettes en étain empilées, le fusil de chasse au mur. Son regard s'arrêta à la chaise où son manteau était accroché. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle. « 5 hivers maintenant. Pas de femme ?» Il secoua la tête. « Non. » Elle ne demanda pas pourquoi, mais ses yeux s'attardèrent sur lui une seconde de plus. Plus tard ce matin-là, il cuisina de la bouillie de maïs dans le même pot en étain. Épaissi avec des haricots secs. Ce n'était pas grand-chose, mais cela remplit l'air de vapeur et fit sentir l'endroit comme quelque chose de plus chaud que la fumée de bois. Il la servit en premier à nouveau. Elle essaya de prendre le bol de lui, mais ses doigts glissèrent. Il l'attrapa, puis le posa devant elle sur le sol. Elle marmonna quelque chose en apache. Il ne demanda pas quoi. Après un moment, elle dit encore, plus doucement. « Vous donnez avant de prendre. » Il ne répondit pas, « Vous ne mangez pas avant que je mange » ajouta-t-elle. « Habitude, » dit-il, la voix plate. Elle l'étudia. Il pouvait le sentir, mais il ne croisa pas son regard. Il servit juste sa propre portion dans un autre bol en étain et s'assit près du feu. Ils mangèrent en silence. Le calme n'était pas lourd. C'était autre chose. Une nouvelle prudence. À la mi-journée, elle se leva pour la première fois sans vaciller. Marcha 3 pas complets. Il n'aida pas. Il ne rôda pas autour. Resta juste assis et regarda. Elle s'arrêta près de la fenêtre, posa sa main sur le rebord, et regarda dehors. « Tout est blanc, » dit-elle. « La tempête ne se calmera pas avant un autre jour. Vous êtes piégé ici autant que moi. » « Ouais. » Elle se tourna légèrement face à lui. « À quelle distance est la ville ? Une demi-journée à cheval ? Plus long à pied ? Vous y allez souvent ? Une fois par mois pour les provisions. » Il hocha la tête. Elle se tourna de nouveau vers lui. « Je veux aider. » Il leva les yeux du pot qu'il nettoyait. « Aider à quoi ? Travailler. Faire quelque chose. Vous êtes encore en convalescence. J'ai des mains. » Il l'étudia. Elle n'offrait pas maintenant par désespoir. Elle affirmait quelque chose. Un droit de faire partie de l'espace qu'elle occupait. Il ne discuta pas, « Il y a une bassine derrière la remise, » dit-il. Si on casse la glace, on peut faire bouillir de l'eau. Laver ce qui est encore bon. Elle fit un pas vers la porte pieds nus. Attendez, dit-il. Il alla au lit, fouilla dans une caisse dessous, et sortit une vieille paire de chaussettes et les seules bottes de rechange qu'il avait, éraflées, en cuir craquelé, plusieurs tailles trop grandes. Celles-ci n'iront pas, ça ira, dit-elle. Il l'aida à les lacer. Elle ne tressaillit pas quand il toucha ses chevilles cette fois. Ses jambes étaient éraflées, rouges de gel, mais guérissaient. Dehors, le ciel s'était dégagé. Le bleu s'étendait au-dessus dans un large balayage pâle, brisé seulement par la ligne de pin lointain et l'argent terne des broussailles gelées perçant à travers la neige. L'air était amer mais respirable. Elle bougeait lentement dans la neige. Il restait près, sans la couver, mais assez proche au cas où elle trébucherait. À la bassine, il brisa la glace avec une tête de hache rouillée et plongea les seaux. Elle emporta un à l'intérieur sans qu'on le lui demande, le mit sur le poêle à bouillir. Puis elle tira la robe déchirée du sol et commença à la nettoyer. Il ne parla pas,
regarda juste. Elle travaillait avec concentration, les yeux plissés, la mâchoire serrée. Chaque point qu'elle tirait, chaque perle qu'elle mettait de côté, rien de tout cela ne semblait aléatoire. Elle restaurait quelque chose. Pas parce qu'elle pensait qu'il l'attendait, mais parce que cela importait pour elle. Il comprenait cela. Plus tard, elle se tenait à la table, de la vapeur montant du tissu dans ses mains, et demanda sans le regarder, « Avez-vous une aiguille ?» Il lui apporta la petite boîte en étain qu'il gardait près de lui la fusil. Elle la prit avec précaution, enfila une longueur de tendon sombre, et commença à coudre. Il regarda depuis la chaise, les bras croisés. « Vous faites ça bien, dit-il. »« Ma mère m'a obligé à apprendre, répondit-elle. Elle dit, si je n'avais rien d'autre, je devrais savoir comment réparer ce qui est à moi. Il hocha la tête. C'est une bonne leçon. Elle leva les yeux vers lui brièvement. La plupart des hommes que j'ai rencontrés ne le pensaient pas, il ne répondit pas. N'en avait pas besoin. À la tombée de la nuit, la robe réparée séchait sur une corde à travers la pièce. La cabane sentait le cuir chaud, l'eau bouillie et la fumée de bois. Elle lui rendit les bottes. Gardez-les. Il dit, elles sont à vous. J'en ai une autre paire. Elle fit une pause, puis dit, merci. Il hocha la tête. Ils s'assirent à la table ce soir-là. 2 bols, 2 cuillères. Pas de conversation, mais quelque chose de plus facile que le silence. Pas exactement du confort, mais une permission. Avant de se coucher, elle plia la couverture elle-même. N'attendit pas qu'il l'aide. La posa près du feu à nouveau, puis se tourna vers lui. « Bonne nuit, dit-elle. » C'était la première nuit où elle prononça le dernier mot. Il se tenait à côté de son lit de camp, pas tout de suite. « Bonne nuit, Ti. » Et pour la première fois depuis des années, Gideon Haye prononça le nom de quelqu'un à voix haute, et cela ne fit pas mal de le dire. Au 4e matin, leurs mouvements avaient trouvé un rythme. Gideon se levait en premier, alimentait le poêle, nourrissait la mule et le cheval. Ti restait à l'intérieur, et attendait que l'air se réchauffe, puis faisait bouillir de l'eau et mettait leurs 2 bols à table sans un mot. Elle ne demandait plus si elle pouvait aider. Elle se déplaçait simplement dans l'espace comme si elle avait le droit d'être là, et elle l'avait. Quand il revint, elle versait de l'eau dans la bassine, ses manches retroussées jusqu'au coude. Ses mains étaient encore enveloppées dans du tissu, mais elle bougeait avec plus d'aisance, moins sur ses gardes. Ses cheveux avaient été brossés en arrière et attachés en une seule tresse qui pendait lâche dans son dos, les mèches encore humides du lavage. La neige se calme, dit-il en enlevant ses gants. Pourrait fondre assez pour la ville dans 2 jours. Elle fit un petit signe de tête. Vous irez alors. J'ai besoin de café, de poudre, peut-être de farine. Vous irez seul. Je le fais toujours. Cette fois, elle ne détourna pas le regard quand elle demanda, vous voulez que je sois parti d'ici là? La question frappa comme un poteau de clôture fendu par le gel, direct, inévitable. Pas moyen de contourner. Il accrocha son manteau sans répondre. Elle se retourna vers la bassine et trempa un chiffon dans l'eau, l'essorant lentement. Ses bras étaient tendus. Elle ne poussa pas la question à nouveau, mais elle restait là, suspendue dans la pièce comme l'odeur du bois humide de neige. Gideon répondit finalement. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Elle s'immobilisa, ses mains dans l'eau. Son dos toujours tourné. Même après que je sois forte? Il hocha la tête. Oui. Silence. Puis elle murmura, personne ne m'a jamais dit ça avant. Il ne savait pas comment répondre, alors il ne le fit pas. Plus tard cet après-midi-là, les nuages se brisèrent. Le ciel bleu s'ouvrit grand sur la crête et le soleil se déversa sur la neige comme des feuilles de verre. Ils se tinrent dehors ensemble pour la première fois. Elle enveloppée dans une couverture rapiécée, lui tenant la bouilloire qu'il avait sortie pour faire fondre de la neige. Il la regarda une fois alors qu'elle fixait l'horizon. « Que voyez-vous là-bas » demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis doucement, elle dit, « Je cherche quelque chose qui ne veut pas me faire de mal. » Il n'insista pas. Quand ils rentrèrent à l'intérieur, elle fit une pause juste après la porte, les doigts effleurant le grain du bois là où il rencontrait le mur. Puis elle se tourna et le regarda. « Vous aviez une femme autrefois » Il ne tressaillit pas, mais il ne cacha pas le poids derrière sa réponse non plus. « Oui. » Elle attendit. « Elle est morte avant la fin de la guerre. » La fièvre. Nous n'avions ni médicaments ni temps.
Son expression ne changea pas, mais ses yeux bougèrent. Quelque chose s'adoucit. Vous l'aimez encore. Je pense à elle, dit-il, mais je ne m'attends pas à ce qu'elle revienne. C'est différent d'aimer un fantôme. Elle fit un pas plus près lentement. Elle n'était pas nerveuse, juste délibérée. L'avez-vous enterrée ici? Non, au Texas. Avant que je vienne par ici. Il s'attendait à ce qu'elle en reste là. Au lieu de cela, elle demanda, vous êtes venu ici pour oublier? Il la regarda. Non, je suis venu ici pour arrêter d'avoir à expliquer. Elle sembla comprendre cela. Elle ne parla pas pendant un long moment après. Mais quand ils s'assirent pour manger à nouveau ce soir-là, quelque chose changea. Elle s'assit plus près. Elle n'attendit pas qu'il commence à manger. Et quand il versa le café après, sa main traversa la table. Ce n'était pas pour prendre la tasse en étain. Elle posa sa main légèrement sur la sienne. Ses doigts petits et bandés mais chauds. Il se figea. Elle ne se retira pas. Il ne bougea pas. Sa voix était à peine un souffle. Vous ne touchez pas sauf si je vous laisse faire. Non, dit-il. Elle hocha la tête, les yeux ne quittant jamais les siens. Cette fois, je vous laisse. Il ne l'agrippa pas. Ne se pencha pas. Il tourna juste sa paume vers le haut sous la sienne, laissant leurs mains reposer ensemble sur la table entre eux. C'était le premier contact non né de la blessure, de l'offre ou de la peur, juste du choix. Quand elle se leva finalement, elle ne dit pas bonne nuit. Elle n'avait pas à le faire. Il la regarda marcher vers le poêle, disposer le lit de camp, et s'installer. Elle ne regarda pas en arrière, mais il savait sans question qu'elle se sentait en sécurité maintenant. Et peut-être pour la première fois depuis des années, lui aussi. Le vent était tombé complètement. Pour la première fois en près d'une semaine, la terre dehors était immobile. Pas d'averse de neige, pas de sifflement à travers les fissures, juste le calme, le genre qui remplissait la pièce quand personne n'avait besoin de parler. Le feu brûlait de manière stable, bas même, pas rugissant, pas faible. Il projetait une lumière orange chaude contre les murs de la cabane et faisait bouger les ombres lentement comme si elles étaient vivantes mais sans hâte. Gideon était assis dans sa chaise habituelle, une botte reposant sur son autre genou, les yeux mi-clos, regardant les flammes. Ti était assise plus près du poêle, ses jambes pliées sous elle, enveloppée dans la robe en peau de daim maintenant propre et recousue et la couverture grise nouée sur ses épaules. Elle venait de finir de brosser ses cheveux, des mouvements lents et réguliers du cuir chevelu à la pointe et avait posé le peigne sur la table. Elle n'avait pas demandé la permission. Elle n'en avait pas besoin. Le rythme des 4 derniers jours avait construit quelque chose qu'aucun d'eux ne nommait, mais que tous deux respectaient. Il y avait des espaces dans la cabane qui étaient les siens maintenant. Près du poêle, à la table, dans l'embrasure de la porte quand elle sortait pour respirer, et Gideon ne les encombrait pas. Il ne demandait pas ce qu'elle avait traversé avant. Il n'avait pas à le faire. Parfois la douleur n'avait pas besoin d'être déterrée. Elle était écrite dans la façon dont quelqu'un entrait dans une pièce, ou comment il tressaillait quand une ombre bougeait, ou comment il refusait de dormir le dos tourné à un mur. Ti ne tressaillait plus. Et ce soir, pour la première fois, elle se détourna du feu. Pas vers sa chambre, mais vers lui. Elle se leva lentement. Pas de théâtre, pas de regard dramatique dans ses yeux, juste une décision ferme et silencieuse. Il la regarda traverser la pièce, chaque pas délibéré. Elle s'arrêta devant lui. Assez près pour qu'il puisse voir le rouge sur ses jointures, le rose pâle des vieilles brûlures sur son poignet. Elle ne dit rien, s'agenouilla juste devant lui, posant ses mains sur ses cuisses. Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur ses genoux. Sa respiration était régulière, mais sa poitrine semblait serrée. Pas de peur, pas de culpabilité, juste le poids de quelque chose de réel qui s'installait. « Vous ne me devez rien, dit-il, la voix basse. « Je sais, dit-elle. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Je ne fais rien, dit-elle. Et il n'y avait aucune agressivité dans sa voix. « Je suis juste assise là. » Il hocha la tête une fois. Elle bougea, tendant la main pour lever la sienne. Elle la tint entre ses 2 mains, frottant doucement ses pouces sur les crêtes de sa paume. Sa main était rugueuse, les cicatrices épaisses des années de corde et d'acier. Elle ne se retira pas de cela. « Vous étiez à la guerre, dit-elle doucement. » Il hocha la tête à nouveau. Elle toucha la cicatrice sur sa mâchoire avec une main, à peine. Un effleurement lent, puis se retira. « Moi aussi, ajouta-t-elle.
Il la regarda maintenant pleinement. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi sa porte, le silence entre eux n'était pas à propos de la peur ou de l'incertitude ou de l'attente que l'autre parle. C'était à propos de la compréhension, à propos de choisir de rester présent sans remplir l'air avec quoi que ce soit qui pourrait le briser. Elle posa sa tête doucement contre son genou. Il ne bougea pas. Sa main plana au-dessus de ses cheveux pendant une longue seconde, puis s'abaissa lentement. Il la laissa reposer là. Pas de pression. Pas de demande, juste une présence. Elle ferma les yeux. Le feu craqua. Dehors, la neige brillait d'un bleu pâle sous le clair de lune. À l'intérieur, ils restèrent comme ça. Une femme qui avait traversé le feu et un homme qui avait enterré trop de fantômes, ne se touchant pas par désespoir, ne cherchant pas par peur, juste respirant le même air près du même feu dans la même pièce et restant. Le matin vint sans avertissement. Pas de lever de soleil par la fenêtre, juste un éclaircissement progressif du blanc dehors, comme si le monde avait été monté d'un cran. Le ciel restait pâle et plat, pressé bas sur la terre, et la neige reflétait chaque pouce de celui-ci comme un miroir qui ne clignerait pas. À l'intérieur de la cabane, le feu s'était consumé jusqu'aux braises. Gideon était déjà levé, bottes aux pieds, manteau à moitié boutonné, fusil à la main. Il n'avait encore rien dit, ne l'avait même pas regardé, mais quelque chose dans sa façon de bouger, dans la tension de ses épaules disait à Ti que quelque chose n'allait pas. Elle s'assit lentement sur le lit de camp, serrant la couverture autour d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne répondit pas d'abord, resta juste debout à la porte, une main sur le verrou. Des empreintes de pas, ce fut tout ce qu'il dit. Elle se leva vite, le froid oublié. « Combien ?»« 2, dit-il, la voix calme, mais coupante. « Pourrait être des cavaliers qui sont montés et ont fait demi-tour. Pourrait être qu'ils ont encerclé. Je ne sais pas. » Elle s'avança à côté de lui pieds nus, mais ne tressaillit pas au froid sous ses pieds. Elle regarda par l'étroite fissure dans le mur près du poêle, juste assez pour voir la pente de neige menant vers le bord de la crête. Rien ne bougeait. « Savent-ils que vous êtes ici ?» demanda-t-elle. « Peut-être, peut-être pas. » Il se tourna vers elle maintenant, les yeux rencontrant les siens avec une clarté stable. « Vous avez déjà manié un fusil ?» Elle hocha la tête une fois. « Meilleur avec un arc, mais je peux tirer. » Il lui tendit son arme de poing de l'étagère. Lourd, bien usé, la poignée en cuir lisse des années d'utilisation. Il n'expliqua pas comment l'utiliser, la lui passa juste, et elle l'accepta sans hésitation. Il pointa la caisse près de la table. Les cartouches sont à l'intérieur si on en arrive là. Vous restez baissé. Et vous? Je vais pister sur 20 pas. Avoir une idée de la direction. Elle fit une pause. Vous êtes sûr? Non, mais j'ai besoin de savoir. Il sortit, fermant la porte derrière lui avec une lente précaution. Ti bougea rapidement. Elle chargea l'arme de poing plus lentement qu'elle ne l'aurait fait avec un arc, mais ses doigts étaient stables. Elle vérifia la chambre 2 fois. Puis elle s'accroupit bas près du poêle, les yeux fixés sur la porte, le pouls fort dans ses oreilles. Chaque craquement du vent, chaque gémissement des poutres. Ils semblaient tous plus aigus maintenant. Le temps passait lentement. Elle comptait chaque respiration. Puis des pas revenant. Elle leva le pistolet, visa, le tint stable. La porte s'ouvrit. Gideon entra. Elle baissa l'arme avant même qu'il ne dise un mot. Les traces de bottes vont vers le sud, dit-il. Pas d'empreintes de chevaux, juste des pieds, profondes. Ça pourrait dire qu'ils sont à pied, mais des hommes lourds armés cherchant probablement après moi, demanda-t-elle. Ça se peut. Ça pourrait être n'importe qui ici, mais la piste est fraîche. Ils sont venus près. Elle ne lui demanda pas ce qu'il voulait faire. Elle n'en avait pas besoin. Je vais commencer à emballer les provisions, dit-elle à la place. Il ne discuta pas. Il marcha juste vers elle, ramassa la couverture près de sa chambre, et la lui tendit. Nous partons à la mi-journée. On prend le chemin de la crête vers le nord. Il y a de la couverture là-bas. Elle hocha la tête. Il hésita juste une seconde, puis tendit la main et plaça sa main doucement sur son épaule. Ça va? Elle se tourna vers lui, les yeux stables. Je suis fatigué de courir, mais je vous suivrai si vous menez. Cela resta avec lui plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Au moment où midi arriva, le soleil avait percé à travers les nuages. L'air s'était réchauffé juste assez pour ramollir la couche supérieure de la neige. Il laissait des empreintes maintenant,
une ligne d'entre elles s'éloignant de la cabane vers le col élevé où les broussailles poussaient plus épaisses et où le vent ne pouvait pas vous voir venir. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais quand ils marchaient côte à côte, aucun ne regardait en arrière, et cela importait plus que tout le reste. Le sentier de la crête n'était pas tant un chemin qu'une rupture dans les broussailles, une vieille piste de gibier qui montait raide et sinueuse entre des amas de rochers et de pins. La neige s'accrochait aux côtés ombragés, mais le soleil avait réchauffé la crête juste assez pour la rendre praticable. Leurs bottes crissaient à travers des plaques de terre glacée et de poudreuse douce. Les seuls sons étaient le rythme des pas et de la respiration. Gideon avançait devant, fusil à la main, les yeux vifs sur la piste. Ty suivait juste derrière. Le pistolet caché dans les plis de sa couverture. Les deux mains stables. Elle ne se plaignait pas. Ne ralentissait pas. Même quand la montée faisait brûler ses jambes, le froid ne les dérangeait pas maintenant. Pas comme il l'avait fait avant. Ce qui persistait n'était pas la température. C'était le sentiment d'être observé. Une fois, quand ils contournèrent un lacet, Ty s'arrêta net. Là, chuchota-t-elle, pointant vers la crête en contrebas. Gideon se tourna, scanna la pente avec des yeux exercés. Des traces de bottes profondes, larges, vieilles de moins de 2 heures. Ils ont encerclé, dit-il doucement. N'ont pas suivi. Voulaient juste voir si l'endroit était occupé. Nous ont-ils vu partir? Je ne pense pas, mais ils sont encore proches. Ils continuèrent à bouger. En fin d'après-midi, les nuages étaient revenus, et la lumière commença à s'estomper rapidement. Gideon les mena vers un endroit dont il se souvenait d'années plus tôt, un abri de chasse à moitié effondré construit dans le côté nord d'une paroi rocheuse. Ce n'était pas grand-chose. 3 poteaux de bois, un toit de poutre, et un mur de broussailles tassé derrière, mais cela bloquait le vent et avec du bois de chauffage et de la couverture, cela irait. Quand ils l'atteignirent, Ty entra la première. C'était sec, froid, mais sec. Elle posa son sac, seulement une couverture, un biscuit enveloppé dans du tissu, le revolver, et se tourna vers lui. Cela tiendra pour ce soir, il hocha la tête. Nous resterons jusqu'au lever du soleil, puis couperons vers le sentier du ruisseau. Cela nous emmènera à l'ouest loin de la cabane. Elle s'accroupit et commença à dégager un espace pour un feu. Il ne l'arrêta pas. Au lieu de cela, il rassembla du pain sous les arbres, les bâtons les plus secs qu'il put trouver. Ses mains bougeaient vite, efficaces, chaque mouvement un produit d'années à vivre de cette façon. Elle frappa le silex elle-même. Prit 3 essais. Puis une étincelle prit et le feu grandit, faible mais vivant. Ils ne parlèrent pas beaucoup en travaillant, mais chaque regard signifiait quelque chose maintenant. Il posa sa cape à côté d'elle pour qu'elle puisse s'asseoir sans geler. Elle l'accepta, et après qu'ils eurent tous deux mangé silencieusement, partageant le reste de la viande séchée et une bande de biscuits durs, elle s'avança et ajouta une autre bûche au feu. Les flammes montèrent, projetant de la lumière contre le mur de pierre derrière eux. C'était la seule lueur à des kilomètres. Gideon s'assit en face d'elle, dos contre la roche, fusil près de sa jambe. « Pensez-vous qu'ils suivront » demanda-t-elle. Difficile à dire. « S'ils viennent, vous battrez-vous » Il croisa son regard. « Seulement si je le dois. » Elle hocha la tête. Tint la couverture plus serrée autour de ses épaules. « Je pensais que tuer était quelque chose qui vous changeait. Mais je pense qu'être chassé vous change pire. » Il ne désapprouva pas. Elle le regarda à nouveau, pas effrayée, juste fatiguée. « Je ne veux pas continuer à courir, dit-elle. Vous n'avez pas à le faire. Pas avec moi. » Ils restèrent silencieux un long moment après cela. Puis sans demander, elle traversa l'espace entre eux, s'assit à côté de lui, ne touchant pas, juste assez près pour que son genou effleure le sien. Il ne s'éloigna pas. Ses mains étaient froides. Elle les glissa sous la couverture et se pencha juste légèrement contre lui. « Vous ne touchez toujours pas sauf si je demande, chuchota-t-elle. Je ne le fais pas? Alors je demande. » Il tourna la tête vers elle. Lentement, prudemment, il glissa son bras autour de ses épaules, le posant sur la couverture. Elle se pencha dans la courbe de lui, son corps doux contre son côté, la lumière du feu réchauffant son visage. Aucun ne parla. Il n'y eut pas de baiser, pas d'étreinte fiévreuse, juste le silence partagé de 2 personnes qui avaient survécu assez longtemps pour arrêter de combattre le calme. Dehors, la crête restait immobile. La neige tombait à nouveau, mais plus légère cette fois. Le feu craquait. Le froid restait de l'autre côté du mur de pierre.
Et pour la première nuit depuis qu'ils avaient quitté la cabane, ils dormirent non seulement l'un à côté de l'autre, mais ensemble parce qu'ils le voulaient. Ils se réveillèrent avant que le ciel ne tourne. Ti remua la première. Elle n'avait pas beaucoup bougé dans la nuit. Sa tête avait reposé contre la poitrine de Gideon. Et maintenant cette même poitrine se soulevait et s'abaissait sous sa joue, régulière et lente. Son bras était toujours autour de ses épaules, protecteur mais pas possessif. Quand elle bougea, il ouvrit les yeux mais ne parla pas. Le feu avait brûlé bas, juste un noyau rouge entouré de cendres. Le froid pressait au bord de l'abri à nouveau, mais aucun d'eux ne chercha la chaleur tout de suite. Ils s'assirent ensemble, sans un mot. Puis elle parla doucement. « Voulez-vous toujours continuer à bouger ?» Il passa une main sur sa mâchoire. « J'ai pensé. Je ne veux pas apporter d'ennui à cette cabane, mais on ne peut pas continuer à courir non plus. » Elle hocha la tête, fixant les braises. « Je cours depuis que j'ai 16 ans. Je ne me souviens même pas de ce que ça fait de planter quelque chose et de rester assez longtemps pour le regarder pousser. » Il regarda vers elle. La courbe de son visage éclairait doucement par ce qui restait du feu. « On pourrait essayer, dit-il. » Ses yeux se tournèrent vers lui. « Vous faites ça. Recommencez ailleurs. »« Pas seul, dit-il. » Cette réponse atterrit lourdement entre eux. Pas comme un fardeau, comme une promesse. Ils levèrent le camp juste après la première lueur, emballèrent la couverture, éteignirent le feu, lissèrent la neige pour couvrir tout signe qu'ils étaient restés. Gideon scanna une piste en contrebas avec une longue vue pour laquelle il s'était entraîné dans l'armée. Il ne vit aucun mouvement frais, aucune branche cassée, aucune neige perturbée. Ils coupèrent vers l'ouest le long du vieux sentier du ruisseau, celui qu'il utilisait pour le piégeage avant que l'hiver ne s'installe. Il menait à travers des arbres bas et des passes rocheuses peu profondes. Terrain difficile à suivre, plus difficile à pister, parfait pour recommencer. Ti marchait à côté de lui, pas derrière. Ses pieds lui faisaient encore mal, et elle boitait légèrement de son côté gauche, où les gelures avaient meurtri les orteils, mais elle ne demanda jamais à s'arrêter. Vers midi, ils firent une pause dans une petite clairière près du ruisseau gelé. Gideon s'agenouilla pour vérifier l'eau sous la glace. Ti montait la garde, ses yeux entraînés vers la pente lointaine. C'est là qu'ils l'entendirent, lointain. Pas assez près pour voir, mais assez près pour sentir dans la poitrine, une voix. Deux hommes parlant bas, pas de l'anglais, de l'apache. Elle s'accroupit. Il bougea pour se couvrir derrière un pin, lui faisant signe de rester basse. Son fusil monta, mais il ne le leva pas à son épaule. Il écouta. Puis les voix s'éloignèrent. Faibles, se déplaçant vers le sud loin de la direction où ils allaient. Ti le regarda. Ça pourrait être des chasseurs de primes. Ça pourrait, dit-il. Mais ils ne pistent pas. Ne se sont pas arrêtés. N'ont pas coupé de signe. Elle attendit. Puis il dit, on continue. Ils ne parlèrent plus jusqu'à ce qu'ils atteignent la falaise. En dessous d'eux s'étendait une longue étendue plate de terre non réclamée. Broussailles sèches, sol rocheux, et un bosquet de cèdres à mi-chemin. Gideon s'arrêta au bord du belvédère et resta immobile. Ça pourrait marcher, dit-il. Ti s'avança à côté de lui, les yeux scannant la terre. De l'eau à proximité, 3 miles à l'ouest, alimentée par une source. Le sol est dur, mais il cassera si on le travaille. Assez d'espace pour une cabane. Plus qu'assez. Elle laissa échapper un long soupir. Pas de soulagement. Quelque chose de plus proche de la résolution. Alors construisons quelque chose, dit-elle. Il se tourna vers elle. Vous êtes sûr? Elle hocha la tête. Vous avez dit pas seul. Je le pensais. Elle s'approcha tout près, leva sa main à sa joue, les doigts réchauffés malgré le vent. Il se pencha légèrement en avant, le front contre le sien. Puis elle l'embrassa, lent, pas désespéré, ne demandant rien, juste un baiser qui disait « Je suis encore là ». Quand ils se séparèrent, elle sourit faiblement, son premier vrai sourire. Il chercha dans son manteau et sortit un morceau de cuir plié, une vieille poche qu'il gardait pour le silex et les restes. De là, il sortit un petit couteau à manche de bois. Il se tourna et grava une ligne dans l'écorce du cèdre à côté d'eux. Puis une autre, puis 4 de plus. « Que faites-vous » demanda-t-elle, inclinant la tête. « Je marque le premier jour, » dit-il. « Si on doit rester, on doit commencer à compter. » Ti s'avança à côté de lui et ajouta une marque de sa propre main sous la sienne,
plus petite, inclinée mais là. Un départ. 2 personnes. Personne ne les chassant, juste de la neige, de la terre et du ciel s'étendant dans toutes les directions et de la place pour recommencer. La terre n'était pas devenue plus chaude, mais elle était devenue familière dans les semaines depuis qu'ils avaient marqué ce cèdre. Le ciel avait changé, le ruisseau avait dégelé et le sol dur avait cédé juste assez pour les trous de poteaux et le travail à la pelle. Le sol n'était pas aimable, mais eux non plus. Plus maintenant. Ils avaient tous deux appris comment faire durer les choses avec des mains qui ne s'arrêtaient pas, même quand elles tremblaient de froid ou de douleur. La cabane monta lentement, un mur à la fois. Gideon coupa et posa chaque poutre. Ti traîna des rochers de la crête pour former un anneau de fondation. Pas de plan fantaisiste, pas de bleu, juste ce dont il se souvenait d'avant et ce qu'elle suggérait en ayant regardé son père construire avec rien que de la corde et de la boue quand elle était une fille. Il n'y avait pas de discussion de départ. Pas de discussion de ce qui était venu avant, seulement ce qui était nécessaire maintenant. Bois, eau, nourriture, et l'un l'autre. À l'intérieur de la cabane à moitié construite, le poêle de son ancien endroit se tenait au centre. Il l'avait traîné à travers la vallée en pièces sur un traîneau. Ti guidant la mule pendant que Gideon poussait par derrière. Cela prit une journée entière et 2 jointures en sang, mais maintenant il brûlait chaud à nouveau, ancrant l'espace comme s'il avait toujours appartenu là. Ti avait fait des rideaux de sa vieille robe en peau de daim. Elle n'expliqua pas pourquoi, dit juste qu'elle ne devrait plus être portée, mais qu'elle ne devrait pas être enterrée non plus. Elle les accrocha avec de la ficelle à travers la seule fenêtre que Gideon avait sculptée dans le mur nord. Il y avait 2 tasses sur l'étagère maintenant, 2 cuillères, 2 couvertures pliées au bord du lit de camp qu'il partageait. Pas parce qu'il le devait, parce qu'il le choisissait. Un matin, Gideon entra après avoir vérifié la ligne de piège pour trouver Ti accroupi près du poêle, brossant ses cheveux à la lumière du feu. Sa tresse était plus longue maintenant, plus épaisse. Sa peau avait guéri. Plus de crevasses à ses doigts. Plus d'échymose sur ses cuisses. Elle leva les yeux quand il entra, ses lèvres étirées en un petit sourire. « Vous saignez » dit-elle, pointant sa main. Il baissa les yeux sur une entaille fraîche du collet en fil de fer. Pas profond. Elle se leva et marcha vers lui, prit sa main sans demander, l'assit sur le tabouret, trempa un chiffon dans l'eau tiède, et la nettoya lentement. Il regarda son visage tout le temps, la pente de ses joues, la façon dont sa bouche se pressait en concentration, la petite cicatrice maintenant effacée sur sa mâchoire. Quand elle eut fini, elle ne lâcha pas sa main. « Pensez-vous qu'ils reviendront un jour » demanda-t-elle. « Peut-être. »« Vous vous inquiétez ?» Il la regarda, le calme dans sa voix, pas la peur. « Non. » Elle se pencha en avant alors et l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément. Pas un baiser de survie, pas un baiser de remerciement, un baiser qui disait « nous sommes restés ». Cette nuit-là, ils s'assirent sur la marche avant de la cabane, inachevée bien qu'elle fût, avec une couverture autour de leurs épaules et ses pieds nus repliés contre sa jambe. Les étoiles étaient claires. La lune était basse. La terre était calme sauf pour le bruissement des arbres derrière eux et le faible grincement du toit s'installant en place. Ti pointa le ciel. Ma mère avait l'habitude de me dire que chaque étoile était une histoire, pas juste de la lumière, quelque chose qui a été vécu. Gideon regarda son profil dans le noir. « Vous racontez jamais une de ces histoires » demanda-t-il. « Je vis la mienne maintenant, » dit-elle. Il tendit la main et prit la sienne. Elle ne se retira pas. Et quand ils se levèrent et rentrèrent à l'intérieur cette nuit-là, fermant la porte contre le froid, il ne restait plus de doute. Pas sur la cabane, pas sur la terre, pas sur eux. Ils n'avaient pas construit une nouvelle vie rapidement. Ils l'avaient construite correctement. Une bûche, un feu, un choix à la fois, et ils sont restés.